bonjour à tous. Alors oui, passionné d'histoire, effectivement, donc pas historien de profession, mais pour autant très attaché au refus de l'anachronisme, c'est-à-dire j'aime bien étudier les choses dans leur contexte. Alors il y a 127 ans exactement, Madagascar a vécu un drame inouï parce que ça ne s'était jamais produit. Des soldats étrangers sont montés jusqu'à la capitale, jusqu'au mont Jacaminada, le palais de la reine. Et ce drame s'est achevé le 30 septembre 1895 par trois obus à la Mélinite dans la cour du palais qui ont interrompu toutes les opérations et qui ont entraîné la reddition du gouvernement malgache de l'époque. Gouvernement OUV, comme on disait, ça s'écrit OVA, comme vous le savez. Et je suppose que les Français de l'époque devaient dire le gouvernement OVA, mais ceux qui connaissaient Madagascar disaient bien OUV. Donc j'emploierai le mot OUV pour désigner le mouvement de l'armée malgache. Comme Karl von Clausewitz l'a dit quelques années avant 1895, la guerre, c'est la politique continuée par d'autres moyens. Donc évidemment, quand on évoque l'expédition de Madagascar en 1995, il est intéressant d'étudier ce qui s'est passé avant, pourquoi cette expédition a eu lieu, pourquoi ce drame a eu lieu, puisqu'il a entraîné la chute de la royauté ouve. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, donc nous laisserons un peu de côté le pourquoi pour nous intéresser au comment. Comment cette guerre s'est-elle déroulée? Et en particulier, nous allons l'étudier d'une façon un peu originale parce qu'il existe énormément de documents côté français. Beaucoup de textes ont été écrits à cette époque. Alors, je vais aller à le document qui va servir de base à notre entretien. Est-ce qu'on m'entend au fond? Est-ce que vous voulez un micro? C'est mieux avec le micro, vous pensez? Comme ça, c'est mieux? Donc, il est intéressant, comme il y a eu énormément de documents, je vais vous montrer tous ceux certains de ceux qui sont parus à l'époque. Par exemple, évidemment, le rapport du général Duchesne qui commandait l'expédition et qui est extrêmement précis sur tous les événements, y compris sur les débats parlementaires qui ont entamé l'expédition, qui l'ont ordonné. Le rapport comportait un atlas avec des cartes également très précises sur tous les combats. Autre document, pardon, je reviens à celui qui était à côté, l'expédition conquête de Madagascar par Jules Poirier. C'est également un document extrêmement complet, mais il y en a des dizaines d'autres. Et je les ai presque tous consultés, ils racontent évidemment à peu près tous la même chose, mais l'originalité de ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ça. C'est que c'est un officier ouve qui s'appelait Radjestir et qui était 10e honneur, c'est-à-dire à peu près avec un rang de colonel. C'était un homme assez jeune, 35 ans à peu près, et il a raconté un peu sa campagne. Et c'était évidemment intéressant d'avoir le point de vue malgache sur cette expédition. On a d'autres éclairages, notamment on a retrouvé pendant l'expédition des documents officiels qui avaient été plus ou moins abandonnés dans certains camps qui avaient été pris. Et donc on a parfois des notes du Premier ministre ou des notes des généraux malgaches, mais c'est quand même très original d'avoir un officier qui a absolument raconté son expérience. Parmi les autres documents, j'ai également retenu celui-ci qui est intéressant parce qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est les carnets de campagne du lieutenant-colonel Lantonnet. On en reparlera à propos de la bataille de Tsarasaut. Et cet officier sorti du rang monté tous les échelons et il a terminé, notamment parce qu'il s'est bien comporté à la bataille de Tsarasaut dont on parlera, il est devenu lieutenant-colonel. Et il se trouve qu'il est mort de fièvre dans le bateau qu'il ramenait en France un peu après. Alors,
je reviendrai sur les autres documents. Alors, je commence, en gros, on va dire, je vais expliquer en gros ce qu'est la guerre ce qu'a été, en résumant, la guerre de 1895. Ensuite, on essaiera de voir ce qu'a été l'Odyssée de Rajester, donc de cet officier. Ensuite, il nous donne des éclairages évidemment très intéressants sur le parcours de l'armée Houve pendant toute cette campagne, qui a duré quand même 8 mois et demi. Et donc il y a eu le temps, si vous voulez, que beaucoup d'éléments se développent, que beaucoup d'actions commencent, soient interrompues. Ensuite, nous examinerons quelques éléments du témoignage de Rajester et en conclusion, on verra quel est l'intérêt du document. Et puis on se posera une question qui me paraît intéressante et qui peut-être alimentera le débat qui pourrait intervenir ensuite, c'est est-ce que la victoire française était inéluctable ? Et je pense que le débat, alors on ne va pas refaire l'histoire bien entendu, mais je pense que le débat mérite, la question mérite d'être posée. Alors, le pourquoi, on va en dire quand même 2 mots. Le but de l'expédition française de 1895 était d'obliger le gouvernement Houve, c'est-à-dire celui de la reine Ranavaloun III et de son premier ministre Rainilaïarrivoun, qui était en fait le véritable roi de Madagascar, la reine n'ayant qu'un rôle secondaire, à respecter les éléments du traité de 1885 qui avait été négocié très longuement entre 83 et 85 à Tamatave, d'une part par le gouverneur de Tamatave, Andrianaman Pandji, qui a eu un autre destin par la suite, et par l'amiral Millot, amiral français. Les négociations avaient duré quand même 2 ou 3 ans, ça avait été difficile. On avait abouti en décembre 85 à un traité, et dans les 10 années qui ont suivi, ce traité n'a pas été véritablement respecté pour une raison simple, c'est qu'il préconisait un protectorat de la France sur Madagascar. Le mot protectorat ne figurait pas dans le traité et le Premier ministre Rainilaïarrivoun ne voulait pas entendre, à vrai dire, parler de protectorat. Par conséquent, il employait tous les moyens possibles et imaginables pour refuser d'appliquer la règle qui était essentiellement de donner à la France le pouvoir sur les affaires étrangères de Madagascar. Et puis, il y a eu pendant ces 10 ans énormément de difficultés, beaucoup d'exactions contre les colons français. L'opinion en France en a été informée et une idée est montée, évidemment aussi chez les parlementaires, qu'il fallait venir à Madagascar pour faire respecter le traité. Et c'était l'unique but, c'est-à-dire qu'il n'était pas question, au début de l'opération de conquête de Madagascar, de conquérir Madagascar. Il s'agissait simplement, et les ordres du général Duchesne, commandant de l'expédition, étaient simplement de faire signer à la reine une acceptation du traité de 10 ans avant. Comment s'est déroulée la guerre? Eh bien, elle s'est déroulée, donc je l'ai dit tout à l'heure, en 8 mois et demi. En gros, le 12 décembre 1894, alors d'abord le 26 novembre 1994, la Chambre des députés à Paris vote un crédit de 64 millions pour l'expédition de Madagascar, 65 millions, ce qui était assez énorme pour l'époque. Les débats ont été houleux, mais enfin le crédit a été voté. Le 12 décembre 1894, un bombardement de Tamatave a été opéré par un navire français après l'envoi d'un ultimatum assez tardif et donc qui n'a pas été observé. Et le 15 janvier, c'est-à-dire un mois après, des navires sont passés de l'autre côté, c'est-à-dire sur la côte ouest, et sont venus bombarder Majinga, et on a commencé le débarquement des troupes françaises. Ce débarquement a eu lieu pendant très longtemps, puisque le général commandant, c'est-à-dire le général Duchesne, lui, n'a débarqué que 2 mois plus tard, alors que déjà les opérations avaient commencé. Alors il y a eu un certain nombre, alors le débarquement c'est quand même beaucoup de monde, à peu près 12 000 soldats, 6 000 auxiliaires, c'est-à-dire convoyeurs, porteurs et autres, 6 630 mulets, 611 chevaux et surtout
pour le plus grand malheur du corps expéditionnaire, 5000 voitures Lefebvre qui ont complètement plombé l'expédition. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Successivement ont été prises un certain nombre de villes, Mahabo, le 27 mars, le 3 avril Miadan, le 2 mai Marovoy, le 9 juin Maevatanan, le 29 juin Tsarasautre, le 25 août Andvib, et à partir d'Andviba, on s'arrête, on établit un camp et le général Duchesne attend que les approvisionnements arrivent et décide à ce moment-là d'interrompre la construction mortelle de la route et de monter une colonne légère d'à peu près 3500 hommes qui vont monter en 15 jours à Tananarive. Les combats vont continuer, ils vont être un peu plus violents qu'au début, mais en 15 jours, la colonne légère arrive à prendre Tananarive, donc le 30 septembre. Alors, j'ai, parmi les images, puisqu'on est là pour regarder des images, voici les protagonistes, si vous voulez, la reine Ranavalu, à peu près à l'âge qu'elle avait à l'époque, c'est-à-dire elle avait une trentaine d'années, en 95. L'état de Tananarive, à l'époque, c'était ça, donc c'était un peu moins construit que maintenant, il y avait bien le palais, et ces images sont effectivement publiées dans des ouvrages de 1895. Il y a une vue très célèbre, alors cette rue existe toujours, c'était la rue des Canons. Et ces canons, on ne sait pas s'ils étaient là pour la décoration ou pour la défense de la ville, un peu les deux, mais ils ont peu eu à intervenir le 30 septembre quand l'armée française est arrivée. Et j'ai pris il y a 2 ans une photo de cette même rue des Canons, puisqu'on voit, si vous voulez, l'église. Entre-temps, le lycée Gallieni avait été construit, mais on voit bien la perspective du palais de la Reine. Donc les canons ont disparu, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été entreposés, en tout cas ils ne sont plus là. Et voici les protagonistes de côté malgache, la Reine, très connue en France, c'est une image notamment depuis le moment où on avait décidé l'expédition, c'est une image de l'illustration, comment dirais-je, hebdomadaire, je crois, très bien connue à l'époque. Le ministre Raini Yarivon, au meilleur de sa forme, quand il avait une cinquantaine d'années, et le même personnage de Raini Yarivon, personnage extrêmement intéressant, qui était à peu près dans cette forme à la fin de son séjour à Madagascar, quand il a été exilé. Cette photo a dû être prise quand il est arrivé à Marseille, enlevé, exilé par le général Duchesne quand il est arrivé à Tananarive. Rainile Yarivon était un personnage vraiment très très puissant, mais il est évident qu'à la fin de son existence et pendant l'expédition de 95, on aura l'occasion d'en reparler, il était assez affaibli, d'abord physiquement parce qu'il avait beaucoup vieilli, et aussi parce qu'il était un peu miné par des luttes internes au sein de son gouvernement et assez démoralisé par ce qui venait de lui arriver, c'est-à-dire la montée de la colonne française jusqu'à Tananarive. Autre personnage dont on va parler, Ramasombaza, qui était au début de l'expédition le général en chef et le commandant de notre Rajester, officier de 10 honneurs. Alors Ramasombaza était 15e honneur, donc il était gouverneur du Bohénie, c'est-à-dire de la province ouest, région de Majinga, et il était le commandant. Et il était connu en France puisqu'on nous présente son personnage dans un des livres les plus connus sur l'expédition de Madagascar, celui de Gali, la guerre à Madagascar, dont pas mal d'images, notamment les images en couleur, ont été extraites. Ce sont évidemment des gravures. D'autres personnages de l'état-major malgache sont importants, notamment le prince Ramahatre, un peu plus jeune, un peu plus âgé, qui aurait pu jouer un rôle important, mais qui finalement ne l'a pas joué parce que la reine ne l'aimait pas. Il paraît qu'il avait refusé de l'épouser à une certaine époque, quand elle n'était pas encore la reine, et elle l'avait un peu exclu de son entourage. Par conséquent, il n'a pas joué le rôle qu'il aurait pu jouer pendant la campagne. Le voilà encore. Ces personnages de droite, je ne sais pas qui c'est.
Tsur m'a dit qu'il savait qui c'était, mais j'ai pensé qu'il pourrait être à peu près le personnage de Radgester, qui était lui-même officier et qui partit en campagne avec sa femme. Donc, ça n'est pas lui, mais ça pourrait être lui. D'autres personnages dont on a parlé dans le texte de Radgester, Ratovello, gouverneur des Antankars au nord, qui, paraît-il, en tout cas c'est ce que nous dit Radgester dans son document, s'est assez mal comporté et n'est pas intervenu dans la suite de la campagne, puisque ça se passait au nord et qu'il n'était pas concerné, mais il a, paraît-il, laissé un assez mauvais souvenir aux Malgaches de sa région. D'autres officiers, dont le prince Ramat. Et ici, le couple à gauche, enfin à votre droite, c'est justement le gouverneur de Tamatave qui avait fait les négociations en 83. C'est Andrian Manpandrei, voilà, qui est un personnage très intéressant, très important, et qui malheureusement a été un des deux officiers, ou un des deux personnages importants, fusillé sur ordre de Gallieni après la conquête. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Au moment de la déclaration de la guerre, bien entendu, le gouvernement Ouve, la reine et le Premier ministre lancent des grands cabars pour recruter du monde. Et on a ainsi quelques images de ces foules qui se sont précipitées à la demande du gouvernement pour se préparer à la guerre. Alors, certaines de ces images sont plus anciennes, datent de la première mobilisation en 1883, mais en 10 ans, les conditions n'avaient pas tellement changé, et en définitive, on avait à peu près les mêmes images en 95 qu'en 85 ou qu'en 83, à l'annonce de la guerre. Donc voilà ces images donc, de ce qu'était, si vous voulez, Tananarive et l'armée malgache à l'époque. Ça, c'est l'image qui est sur l'affiche et qui, au moment de la déclaration de guerre, le drapeau de guerre arboré sur les montagnes de Tananarive. Et ça, c'est dans le petit journal, donc avec une certaine popularité en France, une présentation de ce qu'était l'armée Ouve. Je vais essayer maintenant de vous évoquer assez rapidement l'odyssée de ce fameux Radgester. Donc il est 10e honneur, c'est-à-dire quelque chose comme lieutenant-colonel ou colonel. Il a, je pense, une quarantaine d'années. Tsur me dit qu'il est né en 1860, donc il aurait 35 ans en 1895. Et il part en campagne avec sa femme, son frère et ses enfants. Alors ça peut surprendre, mais c'était comme ça. Les officiers et même les soldats, ce sera une des causes peut-être de leurs difficultés, n'étaient pas nourris et logés par le gouvernement. Ils partaient en campagne, ils étaient chargés de se loger, de se nourrir eux-mêmes. Et lui donc part avec sa femme, ses enfants. Alors les enfants, on n'en entend plus beaucoup parler au cours de son épopée, mais sa femme et son frère, on les retrouve avec lui dans les différentes opérations qu'il entreprend. Il a été nommé comme adjoint d'un 11e honneur, Raini Jaubilin, et il appartient donc à l'armée de Ramasombaza qu'on a vu tout à l'heure. Il participe à la construction de plusieurs fortifications. Il est nommé à des postes d'observation pour surveiller la montée des Français. Il est affecté à la protection d'un roi Sakalav Tovelo. Alors on aura l'occasion d'en parler parce que le problème Sakalav s'est posé et a joué un rôle assez important finalement, quoique assez occulte, dans la campagne. Il a participé à des combats, mais plutôt de loin. Il n'a pas été vraiment engagé dans des combats, mais il les a observés, et donc son point de vue est quand même très important pour l'historien. Il se retrouve plusieurs fois dangereusement isolé du reste de la troupe, donc il est obligé de rejoindre. Il connaît plusieurs passages où il est tout seul, ou presque seul, à devoir franchir des zones dangereuses, marécageuses, difficiles d'accès. Il doit accomplir des parcours pénibles et finalement il va rejoindre son groupe. Et l'originalité du personnage, c'est qu'en définitive, il va être arrêté à Andrib
Alors on ne sait pas exactement pourquoi, peut-être pour trahison, pour intelligence avec l'ennemi. En tout cas, il a été accusé d'être trop indépendant, de ne pas avoir suffisamment suivi les ordres. Il se défendra en disant qu'il n'y avait pas suffisamment d'ordres pour qu'il puisse les suivre, mais il a été arrêté à Andriba, mis au fer, et ça n'était pas une plaisanterie, envoyé à Tananarive, après un jugement, et de Tananarive, exilé dans le Grand Sud à Mindonji, qui se trouve un petit peu au-dessus de Fort-Dauphin. Donc son action militaire, si vous voulez, s'interrompt avant la prise de Tananarive. Donc il monte à Tana sous les fers avant la prise, ou du moins, et on le redescend dans le sud en exil. Et après, quelques mois, je crois, d'exil à Mindonji, c'est comme ça que ça se prononce ? Mindonji. Curieusement, alors ça justifierait peut-être son arrestation, il est rappelé à Tananarive sur ordre du général Duchesne, qui était devenu le gouverneur de fait, si vous voulez, de Tananarive, qui battait le rappel, le général Duchesne, qui est resté quelque temps après la prise de Tananarive, battait le rappel des Houves qui ne lui avaient pas été foncièrement hostiles. Donc, comme Radjester avait été arrêté au motif qu'il avait peut-être eu des intelligences avec l'ennemi, le général Duchesne l'a fait remonter, puisque, en définitive, on conservait les fonctionnaires et les officiers malgaches, puisque Madagascar était toujours la royauté et était simplement sous protectorat, puisque c'était les termes, si vous voulez, du contrat envisagé à ce moment-là. Alors, les postes qu'il a occupés, c'est assez intéressant. Il est d'abord à Majinga. Alors, je vais tâcher d'en arriver. Donc, ça, c'est toujours les militaires et les images qu'on a pu avoir en France de l'armée Houve. Cette image est assez intéressante. Elle date de 1883. Et le personnage du milieu, c'est le général Willoughby, un Anglais, qui n'était pas général, mais enfin qui était devenu général malgache, et qui avait contribué à la formation de l'armée malgache pour la première guerre, celle de 83. Mais comme après, entre 83 et 95, il s'était fort mal comporté, le Premier ministre Raini Layarivoun l'avait envoyé en mission en Europe pour recruter notamment des formateurs, mais Willoughby s'était cru arrivé, comme on dit, et il avait dépensé de l'argent, il avait un petit peu outrepassé ses droits, ce qui fait qu'à son retour, il avait été licencié et renvoyé, je crois, en Afrique du Sud, d'où il venait. Donc, tout ça, c'était les mêmes types d'images, si vous voulez, montrer l'armée malgache, on a quand même un certain nombre de choses. Alors, les princes Sakalav, je les ai mis sur ces images parce que, en gros, le problème Sakalav dont on va reparler, les Sakalav étaient prétendument des amis des Français. Et une partie du protectorat de 1885 portait sur la protection des provinces Sakalav contre les gouverneurs Houves qui, paraît-il, ne se comportaient pas toujours très bien avec eux. Donc, on avait mis dans le protectorat nos amis Sakalav. En fait, les Sakalav, d'après ce qui est ressorti par la suite, ils roulaient plutôt pour eux-mêmes. Mais évidemment, quand ça les arrangeait, ils étaient tout à fait d'accord pour que les Français les protègent si c'était leur intérêt. Et un des arguments de la campagne de 95, c'était la protection des Sakalav. Alors, et comme les Sakalav étaient justement des ressortissants du Bouéni, c'est-à-dire de la province ouest, un des grands arguments, nous allons voir, de Ramasombaza pour ne pas vraiment combattre, c'était que sa mission première, c'était de protéger un roi Sakalav de Majinga, de l'amener avec lui et son armée pour empêcher les Français de l'avoir comme allié. La même mission interviendra dans le cas de Radjester, qui lui aussi sera à un moment chargé de protéger le roi Tovelo de Ambato pour empêcher les Français de le rallier à eux. En revanche, dans le tout premier poste de Radjester à Mahabo, il y avait aussi un royaume Sakalav avec des reliques, bien entendu, dans un village tout proche, et les Français sont arrivés les premiers et ont convaincu les Sakalav qu'ils n'allaient pas
les empêcher de pratiquer leur religion et leurs reliques, qu'ils n'allaient pas du tout les emprisonner ou les embarquer avec eux. Donc les Sakalaves n'ont pas fui le camp de Mahabo comme les autres l'ont fait. Et il y a eu donc, si vous voulez, des guerres d'influence pour essayer de se rallier les Sakalaves. Donc voilà pourquoi il m'a paru intéressant de les mettre, car il y aurait une étude très intéressante à faire sur l'image des Sakalaves à cette époque et sur leur rôle politique. Bon, ça c'est une image de la campagne avec les porteurs de l'armée malgache. Ça c'est la prison, je l'ai mise aussi parce que Rajester a fait un petit séjour en prison avant d'être envoyé à Midangji, et je suppose qu'il s'est retrouvé dans une situation à peu près comparable à celle-ci. Alors sur l'expédition de Madagascar, j'ai également ajouté, puisque j'avais montré des soldats Houves, voici le corps expéditionnaire français tel qu'il a été montré à la population française dans un journal très connu. Et voici, alors j'avais une image, je ne sais pas où elle est, du général, bon il n'est pas là pour l'instant, on le verra, du général Duchesne, peu importe. Alors, nous avons eu énormément à cette époque-là, de cartes. Donc les Français étaient très au courant, quand s'est déclenché l'expédition de Madagascar, les Français étaient très au courant de la marche. Des journalistes étaient venus sur place, au moins jusqu'à Andriba, puisqu'à partir d'Andriba, le général Duchesne leur a interdit de suivre la colonne légère. Mais jusqu'à Andriba, eh bien, le corps expéditionnaire français a été suivi, a suivi cette route qui avait été choisie. Donc on a énormément, si vous voulez, de cartes qui sont parues à l'époque et qui ont suivi exactement, avec parfois beaucoup de détails, toute la marche des Français. Voilà des cartes de l'époque, dont certaines sont très précises. Alors, ce qui est arrivé à Rajester, donc, c'est qu'il a été en poste. D'abord, il était à Majinga avec Ramasombaza, mais il se trouve que Ramasombaza, on va le voir, est parti avant l'arrivée des Français, avec les 3000 hommes de son armée, laissant simplement une toute petite garnison à Majinga, et il est parti au motif qu'il devait emmener le roi Rambotouf, le roi Sakalave, Rambotouf et ses reliques pour l'empêcher d'être rallié aux Français. Donc ils se sont retirés à Miadana. Alors Miadana, comme j'ai un instrument extrêmement moderne qui me permet de vous le montrer, voilà Miadana. Et depuis le camp de Miadana, Rajester a été envoyé comme adjoint au camp de Mahabo de Raenijo Bellina, comme je vous l'ai dit. À peine arrivé à Mahabo, son chef l'envoie surveiller ici la zone d'Ankabuk, l'envoie surveiller une colline où était une batterie, une petite batterie Houve, et il est monté avec une toute petite troupe de 50 hommes, s'installer donc sur cette colline-là, et il a vu que dans la baie d'Ankabuk, il y avait déjà un bateau français qui était arrivé, le Gabès. Enfin, il ne savait pas que ça s'appelait le Gabès, mais on l'a su par le rapport du général Duchesne. Et malheureusement, les 50 hommes qui l'accompagnaient ont pris peur et n'ont pas assumé la défense du point, et se sont dispersés, et Rajester s'est trouvé pratiquement tout seul. Et quand il est revenu après 2 jours, après avoir essayé de rameuter ses troupes, quand il est arrivé à Mahabo pour prévenir Raogelina que les Français étaient déjà là, eh bien, le fort de Mahabo avait déjà été pris par les Français, et ils avaient déjà rallié les Sakalaves qui étaient autour. Donc, le groupe de Rajester s'est retiré un peu plus bas.
et est allé s'installer vers Androtlo. Il y a eu comme ça toute une série de déplacements, si vous voulez, où il était obligé de se séparer du reste de l'armée, puisqu'il était simplement avec Raini Jobelin, et à plusieurs endroits, il a été envoyé surveiller la montée et l'arrivée des Français, et très souvent, il arrivait trop tard, si vous voulez, les Français étaient déjà là, et quand il demandait des renforts à son chef, il ne les obtenait pas, et c'est ce qui peut expliquer, si vous voulez, en partie, les difficultés qui ont été retenues. Alors, pendant ce temps-là, ils ont été de retraite en retraite, ils sont descendus de Androtlo, où il a été chargé d'organiser des fortifications, et ensuite, comme les choses ne se déroulaient pas exactement comme prévu, ils sont descendus jusqu'à Ambato pour essayer de protéger, entre guillemets, le roi Sakalave Tovelo, pour l'amener rejoindre le reste de la troupe de Ramasombaza, qui s'était installé, lui, qui était resté, si vous voulez, et qui avait installé un immense camp avec ses 3000 soldats à côté de Miadana. Ici, le camp de Manjakatompo. Entre-temps, alors, l'armée de Ramasombaza a vu monter les Français, n'a pas su défendre le camp de Miadana, et Ramasombaza, justement parce qu'il voulait toujours protéger son roi Sakalave, est resté dans le camp à 3 km de Miadana, a simplement envoyé quelques renforts. Les combats ont été très rudes, mais évidemment, la ville de Miadana a été prise par les Français, et Ramasombaza est allé se réfugier sans combattre à Marovoy. Donc vous voyez, ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est que très souvent, peu de coordination entre les corps ouvre, les généraux ne sachant pas toujours quels ordres donner, ou en tout cas se trouvant des missions autres que celles de la défense solide des lieux qu'ils occupaient. Donc le grand camp de Manjakatompo a été abandonné sans combattre, et quand les Français, après avoir pris Miadana le lendemain même de la bataille de Miadana, sont allés pour attaquer le camp, ils n'ont pas eu besoin de l'attaquer puisqu'il était déjà abandonné. Si vous permettez, je retire la veste. Voilà. Donc ça a été, si vous voulez, des reculs constants. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas quelques combats, il y en a eu, mais très souvent, les garnisons ouves qui étaient restées sur les camps étaient insuffisamment armées ou insuffisamment nombreuses pour pouvoir véritablement résister. Donc, de recul en recul, c'est comme ça, si vous voulez, que s'est faite toute la progression du corps expéditionnaire français. Alors la prise de Marovoy, ça a été un élément très important. Alors cette ville existe évidemment toujours. Voilà, la prise de Marovoy a été faite parce que le commandement français, le général en chef n'était toujours pas arrivé sur place, mais c'était le second, le général Metzinger, qui a envoyé, Metzinger, je ne sais pas comment on a prononcé, a envoyé par mer, enfin par le fleuve et par la route, il a envoyé 3 colonnes et qui ont pris la ville de Marovoy sans trop de difficultés à ce moment-là. Et donc le général Ramasombaza a fui la ville de Marovoy. Il s'est même déguisé en porteur pour arriver à ne pas être pris en tant que général et comme officier. Il paraît qu'il a rampé. Radjester raconte comment il a rampé, comment il est arrivé jusque... ensuite, ils sont allés sur la chaîne d'Ankara-Fansik en fuyant pour sauver sa vie, déguisé, si vous voulez, en civil. Alors, la prise de Marovoy, ça a été très important parce que c'est à ce moment-là, nous dit Radjester, que
alors Ramassambaz, une fois récupéré dans la chaîne avec son armée, a envoyé évidemment un message au Premier ministre en disant qu'ils s'étaient défendus autant que possible, mais qu'ils avaient été submergés par le nombre. Et c'est à ce moment-là, paraît-il, que le Premier ministre Raini Yarivoun a compris, donc c'était assez tard, que la montée des Français, c'était pas une plaisanterie, et que c'était bien par la route de l'Ouest que les Français arrivaient, et que ça n'était pas, comme il l'avait cru au début, de toutes parts. Donc il a pris d'après Ragester, hein, il a pris une conscience tardive du péril français sur cette zone-là. Et il avait préalablement dispersé un peu ses troupes un peu partout, pensant qu'il pourrait arriver de Tamatave ou même du nord. Et c'est à ce moment-là, paraît-il, nous dira Ragester, que la reine aussi a pris conscience que le danger était arrivé et qu'elle a pleuré en disant « Mon royaume est déchiré ». Alors, ce qui s'est produit ensuite, c'est que Ramassambaz, qui s'était donc retiré sur la chaîne d'Ankara Fansik, je la montre, voilà, ici, savait qu'on lui avait envoyé des renforts. On lui avait envoyé un général Andrian Tavi avec 2000 hommes. Et Andrian Tavi, arrivé donc de Tananarive, est arrivé sur la chaîne d'Ankara Fansik, où il a rallié la troupe de Ramassambaz. Et alors que Ramassambaz pensait qu'il se retrouverait avec des effusions, Andrian Tavi lui a fait un très mauvais accueil et l'a accusé d'avoir abandonné Marovoy sans combattre, ce qui n'était pas faux. À ce moment-là, Ramassambaz, toujours d'après Ragester, a prétexté que sa mission n'était pas de combattre les Français, mais de protéger le roi Sakalav, dont je vous ai donné le nom tout à l'heure, Rambo Atouf, et ses reliques. Donc les deux généraux se sont, comment pourrait-on dire, heurtés et se sont menacés mutuellement de se dénoncer. Andrian Tavi a demandé à Ramassambaz de revenir avec lui combattre pour reprendre Marovoy, ce que Ramassambaz a refusé en disant « Moi, ma mission, c'est de protéger le roi Sakalav ». Ce qui fait que Andrian Tavi est remonté vers Marovoy, n'a pas pu obtenir évidemment ce qu'il cherchait. Le combat ne lui a pas permis de reprendre et ils sont redescendus tous vers le sud à partir de Marovoy. Donc les deux armées sont descendues et, alors je pense que j'ai... Voilà, ils sont descendus vers Mevatanan. Et c'est là, à Mevatanan, que toutes les armées ouvrent, y compris le petit corps auquel appartenait de façon un peu dissidente Ragester, ils se sont tous retrouvés à Mevatanan. Et là, la bataille a été aussi très, très importante, mais elle s'est déroulée d'une façon assez étonnante, puisque, une fois de plus, les deux généraux ne s'entendaient pas, ils s'étaient regroupés ici, les Français sont arrivés et les deux généraux Ouv ont de nouveau abandonné la défense de Mevatanan à un petit groupe. Alors Mevatanan, c'est une, comment dirais-je, c'est une topographie un peu particulière. Le Rouv de Mevatanan était sur une colline qui aurait pu être très bien défendue et qui était à peu près 125 mètres de hauteur. Mais on n'a laissé qu'une toute petite garnison, ce qui fait que quand les Français ont attaqué, et notamment, c'était le 9 juin, et le général Duchesne était arrivé à ce moment-là sur les lieux, sur le site, les Français ont attaqué la colline de Mevatanan pour la première fois, semble-t-il, dans l'histoire de l'artillerie, avec des obus à la mélinite. Et les obus à la mélinite, c'est très certainement
l'arme fatale qui a permis aux armées coloniales françaises, à partir de 1886, puisque la mélinite a été inventée en 1886, les obus à la mélinite ont permis de terrifier les adversaires. C'était un explosif extrêmement puissant qui était fait à l'origine pour démolir des fortifications solides, mais dont on s'était aperçu que quand il explosait au milieu d'un groupe, d'abord il faisait beaucoup de morts, mais surtout il terrifiait les survivants. Et c'est ce qui s'est passé à Maevatanan, où 2 obus à la mélinite envoyés sur le Rouvre ont déterminé une véritable panique chez les... Alors je vais voir, il y a des images là-dessus, je vais tâcher de vous les montrer. Elles sont... Voilà, la défaite de... Voilà exactement un plan de la bataille de Maevatanan, avec l'explosion, ça c'est le camp Houve sur la colline. Les armées françaises sont au fond derrière. L'explosion du premier obus à la mélinite et puis du deuxième obus à la mélinite, qui ont fait à chaque fois une vingtaine de morts, ont évidemment entraîné une panique chez les défenseurs, et cette panique s'est traduite véritablement par une fuite. Vous voyez ceux qui étaient... Alors, ça, ce sont évidemment des gravures et non des images, et non des photos. Donc, le dessinateur peut dessiner à peu près ce qu'il veut. Mais enfin, tous ont dit que l'effet terrifiant des obus à la mélinite a entraîné véritablement les quelques défenseurs, puisqu'on n'avait pas laissé le gros de l'armée, ont quitté la colline de Maevatanan et se sont enfuis plus bas vers Andvib. Voilà donc pour ce qui était... Alors, je reviens à nos cartes. Oui, non, ça, celle-ci, on pourra y revenir plus tard. Voilà, c'était une vue de Marovoy à l'époque. Évidemment, ça a changé un peu depuis. Ça, c'est les cartes toujours. Alors, les quelques images que j'ai proposées ici, ce sont des images qui sont parues dans La guerre à Madagascar de Gali, un ouvrage en 2 volumes, extrêmement intéressant, extrêmement documenté, et illustré par un dessinateur qui s'appelait Bombled, et qui, je crois, était assez réaliste et présentait assez bien les choses comme elles étaient. Et ça nous donne une petite idée de ce qu'était, si vous voulez, la guerre vue du côté malgache. Donc ici, par exemple, des houves embusquées en surveillant le fleuve et la montée des bateaux. Ça, c'est très intéressant. Ce sont les courriers de la reine. Le Premier ministre était très bien informé, relativement bien informé de ce qui se passait au front, par ces personnages, alors, qui s'appelaient Tsimandou. Bon. C'était des personnages très puissants, qui portaient un bandeau au nom de la reine, et quand ils arrivaient dans un village, tout le monde se soumettait, si vous voulez, à leur autorité, parce qu'ils étaient porteurs des messages royaux. Donc, vous voyez, c'est des gens qui couraient quand même assez vite, et les messages, malgré tout, alors évidemment, ce n'était pas le télégraphe, mais ça montait assez vite. Donc, le Premier ministre était quand même relativement bien informé de ce qui se passait au front. Voici encore quelques images toujours parues chez Gali, montrant les embuscades, les fortifications, des camps houves, et quelques images de cette armée houve pendant la campagne. Alors, cette dernière image est intéressante parce que dans la deuxième partie de l'expédition, quand la colonne légère est montée vers Tananarive, la reine, comme c'était tout près de Tananarive, est venue plusieurs fois, on le voit ici, visiter les camps qui défendaient la ville de Tananarive, mais évidemment, ça n'a pas suffi, si vous voulez, à empêcher la montée des Français. Et ça s'est terminé par un obus à la mélinite dans le palais royal, et par l'arboration, ou l'arbore, je ne sais pas comment dit-on, du drapeau blanc pour signifier la fin des combats. Voilà encore des retranchements houves dans la région de Tananarive. Alors, on a été resté à Maevatanan.
À Maïvatanan, alors je reviens aux cartes. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. L'armée ouvre, le gros de l'armée va se réfugier du côté de Tsarasoutre, au pied des monts Béritz, et les Français s'installent à Suberbiville, à droite, voilà, qui était l'exploitation aurifère de M. Léon Suberby, et qui disposait d'un certain nombre de bâtiments. Donc c'est là que le corps expéditionnaire français a établi son quartier général, et c'est là que tous les approvisionnements montaient depuis Majinga pour nourrir le corps expéditionnaire, pour monter des munitions. Enfin bref, c'est là que les voitures Lefebvre aboutissaient quand elles aboutissaient, car il y a eu beaucoup d'accidents, elles cassaient en route, enfin, ça a été une catastrophe. Et surtout, pour les faire monter jusqu'à Suberbiville, il a fallu épuiser non seulement les corps du génie pour fabriquer la route, mais même la troupe qui a été mise à contribution. Le corps expéditionnaire français a perdu à peu près 6000 hommes, non pas des combats, mais des fièvres et des maladies liées à l'épuisement, à la construction de la route, pour monter les maudites voitures Lefebvre. Bref, les Français s'installent à Suberbiville, et le camp Houve s'installe dans cette zone-là. À ce moment-là, le Premier ministre envoie un nouveau général et des renforts, le général Rein... Alors attendez, parce que j'ai des problèmes avec les noms propres. Ranyanjala. Oui, comment dites-moi? Ranyanjala. Oui, quelque chose comme ça, Raini Anjalaï. C'est l'ancêtre de ma femme. Ah, bah écoutez, félicitations. Alors, il était réputé, je vais vous dire, il était annoncé, si je retrouve le texte, il était annoncé. Félicitations. Les Français le connaissaient. Alors, j'essaie de retrouver le texte qui les désigne, mais je ne sais pas si j'y arriverai, parce que il était annoncé comme un personnage particulièrement redoutable, et écoutez, non, je ne retrouve pas exactement le texte. Ben non, je ne l'ai pas là. Non. Je ne l'ai pas là. En tout cas, il a été présenté dans la presse française comme celui qui pourrait redresser la situation et dont il fallait terriblement se méfier, car c'était un meneur d'hommes. Et que par conséquent, l'armée Houve, qui jusqu'à présent n'avait pas donné de signe d'une grande résistance, risquait à partir de ce moment-là de devenir beaucoup plus dangereuse. C'était en tout cas le message qui était passé dans l'armée française. Et c'est au camp de Malatsi que viennent se regrouper, donc près d'Andrib, que viennent se regrouper tous les corps de l'armée malgache, de l'armée Houve, et que Ramassombaz, descendant du nord, rejoint l'armée de Ranyanjala, qui arrive avec 10 000 hommes et avec 20 000 personnes civiles, des porteurs, des femmes, des enfants, enfin bref, 30 000 personnes, c'est quand même pas anodin, débarquent au camp de Malatsi et retrouvent l'armée de Ramassombaz. Ramassombaz veut aller présenter ses hommages et arrive tout sourire près de Rainilan, et il est fort mal reçu, il se fait insulter et il se fait destituer par le nouveau général qui lui dit: vous avez été absolument au-dessous de tout, vous n'avez absolument pas défendu les postes qu'on vous a ordonnés, donc vous êtes démissionné. Je devrais vous envoyer à Tananarive pour être brûlé vif, puisque c'était le sort qu'on réservait
aux traîtres. Alors ça s'appelait Miambo Leilaï, ceux qui tournent le dos à l'ennemi. Donc il était accusé de cela par le nouveau général qui lui dit on va vous envoyer. Mais finalement, alors Ramassamba était, paraît-il, complètement défait et il ne s'attendait pas vraiment à être traité de cette façon. Et le nouveau général lui dit, mais de toute façon, je n'ai pas besoin de vous faire exécuter à Tananarive, je vais vous mettre au premier rang dans les combats et ça suffira comme punition. Bon. Et puis, finalement, arrive à ce moment-là une bataille qui aurait pu être la bataille qui faisait tourner, si vous voulez, le sens de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est produit pour la bataille donc de Tsarasout, ici? Les Français sont à Suberbieville et les Houves sont ici à Malatch. Et les renseignements qui viennent jusqu'aux oreilles du général, du nouveau général, sont qu'un groupe de Français envoyé de Suberbieville en reconnaissance est descendu jusqu'à Tsarasout. Et il y a là à peu près un groupe de 200 Français qui sont descendus en reconnaissance jusqu'à Tsarasout. Donc le nouveau général, je l'appelle comme ça, c'est plus simple, envoie 3 groupes de 200 hommes essayer de surprendre le petit groupe de Français à Tsarasout. Donc ça se produit, les trois groupes de 200, c'est-à-dire 600 Houves, bien armés, bien entraînés et venant des troupes fraîches apportées avec le nouveau général, vont surprendre le groupe français. Malheureusement, comme dans les westerns, le groupe français, c'est des tirailleurs algériens qui sont commandés par le commandant à l'époque, Lanthenay, dont je vous ai montré l'image. Et le commandant Lanthenay résiste, organise ces tirailleurs de telle sorte que, même attaqués par un groupe beaucoup plus fort, ils se mettent en carré, ils se défendent comme on se défend dans les westerns, en attendant la cavalerie. Et ça a duré plus d'un jour, et la cavalerie a fini par arriver à pied, depuis Suberbieville, à marche forcée, et ils ont réussi, bien entendu, à dégager le groupe qui avait résisté. Le combat a été rude, il y a eu des morts des deux côtés, et notamment du côté français, plus qu'il n'y en avait eu d'habitude, mais l'opération qui aurait pu permettre aux Houves de renverser la situation n'a pas réussi. Mais ça a été pire que cela, c'est-à-dire que les Français, non contents de délivrer le petit groupe qui était enfermé en quelque sorte à Tsarasout, ont contre-attaqué et sont allés jusqu'au camp de Malatsi, et le général Raini Ranyanjala, je vais y arriver, ne s'attendait pas vraiment à une contre-attaque. Ses officiers l'ont prévenu, notamment Radjester, que la contre-attaque arrivait, et malheureusement il a pris son temps. Il prétendait, quand ils sont venus le prévenir le matin, qu'il n'avait pas terminé son culte et que par conséquent ça pourrait attendre, et ça ne pouvait pas attendre. Le camp a été attaqué par la contre-attaque française et ils ont dû fuir en abandonnant énormément de matériel. Et là encore, les officiers, y compris, je suis désolé pour votre... Ils ont été obligés de s'enfuir et encore de se déguiser en civil pour éviter d'être reconnus par les Français. Et ils sont allés s'installer à Andriba. Donc c'était pas très très loin, et ils se sont installés à Andriba. Les Français sont arrivés un peu après, et à Andriba, c'est là que notre Radjester a été, parce qu'il s'était un petit peu rebiffé contre le général en disant que c'était pas normal de faire son culte le matin alors que les ennemis étaient à la porte. Donc il y a eu là, à Andriba, l'installation du camp français. Alors, à côté de Andriba, les Français se sont installés à Mangachouvine, alors que le camp Houve était installé sur les contreforts autour d'Andriba et avait installé une forte fortification de 6 fortins
monter sur des collines extrêmement imprenables. Et quand les Français sont arrivés venant de Tsarasout, c'est-à-dire pas mal de temps après, le camp d'Andriba des Ouves avait pu s'installer. Et notamment, on a eu le temps de faire venir l'anglais Grave, qui était un officier d'artillerie et qui avait entraîné les artilleurs et qui avait permis l'installation des 6 fortins avec des canons de relativement bonne qualité. Les Français arrivent et attaquent le premier fortin, donc c'était pratiquement un mois après la bataille de Tsarasout. Attaquent le premier fortin en fin de journée avec des obus à la mélinite. Et bien entendu, ça déclenche une panique dans le premier fortin. Mais il en restait 5. Et les Français disent, le lendemain matin, on va s'y attaquer. Et tout le monde était prêt à un rude combat. Et quand le lendemain matin, ils sont arrivés pour attaquer les 5 fortins qui restaient, ils les ont trouvés abandonnés. Autrement dit, l'armée ouve, une fois de plus, malheureusement, avait dégagé l'endroit et était allé s'installer ici. Ah ben oui, si je le mets dans le sens, voilà. Et s'était installé ici, à Tianmonju et à Antafouf d'abord, dans les deux là. Et à partir de là, donc l'armée française s'est donné le temps d'abord d'arrêter la construction de la route. Ça a été, paraît-il, une décision assez difficile à prendre, mais le général Duchesne a pris cette décision. Il avait constaté qu'effectivement cette route était une catastrophe et on a décidé donc de constituer la colonne légère. Et la colonne légère est partie d'Andriba avec 3500 hommes et uniquement les mulets et uniquement les bagages personnels. Et à partir de là, les combats donc, se sont déroulés sur tout le parcours jusqu'à Tananarive. Et il y a eu des combats un petit peu partout, assez violents, plus violents que dans la première partie, mais malgré tout, comme le corps expéditionnaire était allégé et on avait gardé que les meilleurs soldats, enfin tous ceux qui pouvaient encore marcher, et ce n'était pas tellement de monde, donc on est arrivé en 15 jours depuis Andrib jusqu'à Tananarive en combattant dans plusieurs de ces villes, comme par exemple Sabotsi. Alors le problème c'est qu'il y a 2 Sabotsi, je ne sais pas dans lequel c'était, ça doit être plutôt celui-là. Et un peu partout il y a eu des combats, en Kazobé, dans tous ces coins. Le Premier ministre a envoyé un nouveau contingent de 2000 hommes commandé par 2 généraux dont le traître, là, le vilain Rassanji, mais qui n'ont pas réussi malgré leur courage, il faut le dire. Ils se sont très bien battus, mais l'élan, si vous voulez, du corps expéditionnaire était trop fort pour les arrêter. Donc le 30 septembre, depuis une colline qu'on voit d'ici, la colline où était l'observatoire, on a envoyé donc 2 obus sur le palais de la Reine et qui ont déterminé la cessation des combats. Donc voilà en gros comment les choses se sont passées, et Radjester confirme, du moins jusqu'à Andriba, puisqu'après il était prisonnier, confirme que la plupart du temps, les Ouves n'ont pas refusé le combat, mais ont été écrasés et démoralisés par comment dirais-je, l'allant des Français et surtout par une artillerie qui était bien meilleure que la leur. L'armée ouve avait d'une artillerie, mais elle était vétuste. Un certain nombre de canons n'avaient même pas d'affût, étaient posés directement sur le sol, donc je vous laisse imaginer l'imprécision des tirs. Une partie des munitions partait mais n'explosait pas à l'arrivée, alors que du côté français, on avait quand même une artillerie pas très nombreuse, mais bien équipée, bien entraînée, et qui, à chaque fois, si vous voulez, permettait à la limite de démoraliser l'ennemi presque avant le combat. C'est en tout cas, si vous voulez, ce que confirme Radjester. Alors, je ne sais pas combien il nous resterait de temps avant. On est arrivé au bout? Bon, alors, très rapidement, je voudrais quand même qu'on en vienne à la question que je posais. Est-ce qu'on peut dire que, malgré tout... Alors,
il faudrait, dans le témoignage de Ragester, il a encore développé pas mal de choses, et notamment, il a considérablement écrit sur le Premier ministre Raini Layarivoun. Il a analysé le personnage, et en particulier, il lui a reproché d'être, peut-être parce qu'il avait beaucoup vieilli, mais alors qu'il était tout puissant, de ne pas avoir suffisamment maîtrisé un certain nombre de choses, et sans doute parce qu'il était tout puissant, d'avoir beaucoup trop favorisé sa propre famille, d'avoir notamment favorisé son fils aîné, qui était un mauvais sujet, et dont Raini Layarivoun voulait faire d'ailleurs son successeur. Et il a également montré les failles du système, montré notamment que le recrutement avait été mal fait, c'est-à-dire que dès qu'on a annoncé la déclaration de guerre et qu'on a annoncé le recrutement, beaucoup de gens autour de Tananarive ont essayé de se faire dispenser. Donc on payait des fonctionnaires pour ne pas être sur la liste des recrutés. Ce qui fait qu'on a envoyé au combat vers Majinga des soldats disons, de seconde catégorie, et notamment beaucoup d'esclaves, puisque l'esclavage à l'époque existait toujours, et que les esclaves, eux, ne pouvaient pas se faire exempter. Donc Ragester a dénoncé tout cela, montré tout cela. Bon, par ailleurs, il se plaint beaucoup du traitement qu'il a reçu à partir du moment où il a été arrêté. Il a été assez maltraité, notamment par ses gardiens qui l'ont racketté tout le long de la route, aussi bien pour monter à Tananarive que pour descendre à Midonji. Bref, il y a eu énormément d'éléments anecdotiques, si vous voulez, dans son récit qu'on pourrait exploiter, qui sont intéressants. Mais enfin, pour l'essentiel, voilà ce qu'il a montré, c'est-à-dire que l'armée était mal commandée, que les généraux étaient rivaux entre eux, et que le matériel, si vous voulez, et humain et d'artillerie en particulier, n'était certainement pas bon. Alors la question, en fonction de tout cela, et je la pose, ça pourra alimenter le débat, est-ce que la victoire des Français était inéluctable? Et personnellement, après avoir étudié un peu tout, ma réponse est non. Et je prétends que le 30 septembre, non, le 29 septembre au soir, quand les Français sont arrivés sur les collines en vue du palais de la Reine et avant d'envoyer les fameux obus, eh bien les Français ne savaient pas du tout ce qui les attendait à Tananarive même. Des bruits avaient couru selon lesquels le gouvernement était parti ou allait partir vers Fianarantsoa. D'autres pensaient que les Malgaches, enfin les Houves, feraient comme les Russes devant Napoléon et brûleraient la ville. Donc le 29 septembre au soir, le combat, même victorieux jusque-là, n'était pas déterminant aux yeux des Français. Et puis par ailleurs, l'opinion publique en France ne savait pas non plus ce qui se passait. Parce que depuis le départ de la colonne, il n'y avait plus de communication pratiquement. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup, parce que vous imaginez que pour communiquer depuis 8000 km, ce n'était pas simple. Donc, en France, on s'interrogeait, et beaucoup de gens qui critiquaient la lenteur de la montée du général Duchesne vers Tananarive disaient ce général n'est pas bon, il a trop traîné, ça va être une catastrophe. Et effectivement, si il n'avait pas pu prendre la ville le 30 septembre, eh bien, on ne sait pas ce que seraient devenus ces restes du corps expéditionnaire. Voilà. Voilà, c'était mon point de vue, si vous voulez. Rien n'était acquis. Alors j'ajouterai simplement que si Raini Layarivoun avait suivi son idée première, il avait donné des instructions, on a retrouvé un texte où il disait à ses généraux de faire de la guérilla. Voilà le texte qu'on a retrouvé dans les papiers abandonnés par... Ça, c'est le texte de Raini Layarivoun, traduit évidemment. D'après les histoires des Vasas que j'ai lues, relatives à la guerre, il ressort qu'il ne faut pas, dans une guerre avec eux, les attaquer de loin, mais faire tout pour les approcher le plus possible, car les attaques de loin ne peuvent que fournir un aliment aux canons et aux fusils, tandis que dans les attaques de très près, il convient d'employer les couteaux, les saguets et les haches, et c'est le moyen de réussir, surtout si on utilise en même temps les fusils. Autrement dit,
l'idée était bonne, c'était de faire de la guérilla. Alors que finalement, quand l'armée ouve voulait combattre à l'européenne, évidemment, elle était surclassée parce qu'elle n'avait ni les moyens d'artillerie, ni les moyens, disons, de stratégie. Et les armes vraiment fortes des Français, c'était les obus à la mélinite, il en suffisait de quelques-uns. Et un autre élément qui n'était pas pratiqué par les troupes ouves, trop peu disciplinées, c'était ce qu'on appelait les feux de salve. D'abord, les Français étaient armés de fusils Lebel, qui étaient bien meilleurs que ceux qu'on avait avant, et surtout l'utilisation des feux de salve, c'est-à-dire de tirer ensemble, de faire tirer ensemble 50 ou 100 fusils. Évidemment, ça faisait un effet destructeur qui ne pouvait se faire que si on tirait ensemble. Et donc les feux de salve ont aussi été déterminants dans les combats. Voilà, en gros, si vous voulez, ce qu'on peut dire, on pourrait en dire beaucoup plus et analyser plus longuement. Mais ce que nous apprend Radgester était évidemment très intéressant parce que c'est le point de vue de quelqu'un qui était au cœur même d'un système qui a perdu la bataille, mais on comprend mieux pourquoi. Voilà, en gros, ce qui me paraissait intéressant de dire. Et je conclurai en disant, on ne refait pas l'histoire, donc... mais, et si on faisait un film? Eh bien, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un film. On pourrait prendre Radgester comme héros ou anti-héros, et à partir de là, en suivant son parcours, faire quelque chose de très intéressant, où on montrerait ce qu'a été et la royauté de la reine Ranaval, et le personnage de Ragnhild et Yarivon, qui, je le répète, est particulièrement intéressant, et tout ce qu'ont été les différents combats de cette guerre qui a duré 8 mois et demi et qui a été terrible pour les uns et pour les autres. Parce que j'aurais pu vous montrer, mais ce n'était pas l'objet, des images notamment qui sont parues dans la presse en France, dans l'illustration, des images des malheureux soldats qu'on rapatriait, c'était des squelettes vivants, des types ravagés par les fièvres, dont beaucoup mouraient en cours de route, soit pour partir des champs de combat jusqu'au port de Majinga, soit sur les bateaux qui les rapatriaient en France. Et on ne dit rien, parce qu'on n'en a pas vu beaucoup d'images, du même sort qui était réservé aux soldats ouves, qui eux aussi ont souffert des fièvres, en plus des combats et de l'artillerie et des feux de salve des Français. Voilà. S'il y a des questions, alors je ne sais pas, si vous voulez, comme il y a plusieurs, ce que je peux faire, c'est vous faire défiler les images qui avaient été retenues. Donc ça, c'est intéressant puisque c'est la présentation vue du côté ouvre, les combats que nous avons vus. Ça, c'était les canonnières qui ont fini par monter de Majinga jusqu'à Suberbieville, alors qu'au début, elles n'ont pas été praticables parce qu'elles étaient démontées et pas encore remontées, mais enfin, elles ont servi dans la deuxième partie des combats. Ça, c'est certaines images des combats qui sont parues en France de façon très populaire, comme vous le voyez, puisque c'était des chocolats qui présentaient la guerre de Madagascar de cette façon. Donc ça, c'est des images des combats. Les feux de salve, vous voyez ce que c'est-à-dire on aligne les soldats, on tire tous ensemble au commandement. Ça, c'est la construction de la route mortelle qui a quand même fait 300 km de Majinga à Andvib. Et ça, c'est les images de ce personnage que je trouve fascinant, tout à la fin de sa vie, quand il a été exilé à Alger, donc d'abord à Marseille. Et je vous annonce, enfin je pense vous l'apprendre comme je l'ai appris moi-même, que quand il est arrivé à Tamatave pour embarquer vers la Réunion, puis vers Alger, il a découvert la mer. Il n'avait jamais vu la mer. Et un an après, quand la reine est descendue aussi à Tamatave pour partir sur Alger, elle a découvert la mer. La reine de Madagascar et son premier ministre n'avaient jamais vu la mer. C'est quand même extraordinaire, non ? Voilà Ragnhild et Yarivon. Le voilà descendant du bateau à Alger ou à Marseille. Et voici la reine quand elle était en France, enfin d'abord en Algérie et ensuite en France, où elle était une véritable star.
La reine Ranavalo, tout le monde la connaissait. Et quand elle est venue à Arcachon, à Paris et à Vic-sur-Serre, ça a été un événement. La voilà. Et ça, ce sont alors, c'est le plan du combat d'Antibes, d'après l'atlas qui accompagne le rapport officiel du général Duchesne. La prise d'Antibes. Alors, je voulais ajouter, oui. Excusez-moi, que en fait, les Français se sont beaucoup appuyés sur les cartes qui ont été travaillées ici par les jésuites. Oui, certainement. Les missionnaires jésuites, en particulier le père Roblet. Oui, Roblet, ne pensait pas en écrivant ces cartes que ça allait servir à ça. Non, mais que ça allait avoir une incidence très forte, puisque l'armée française a utilisé les cartes de Grandidier. Oui. Grandidier était approvisionné par les jésuites. Pas mis les pieds à Madagascar. Oui, oui. C'est le père Roblet qui, en quelque sorte, a permis à l'armée française d'avoir des cartes tout à fait aussi détaillées qui leur ont permis d'avancer. Absolument. Et donc ça a joué. Mais j'ai même mieux que ça. J'ai dans ma bibliothèque, j'ai réussi à trouver un itinéraire de Majunga à Tananarive qui a été fait en 1894 par 2 officiers français clandestins, c'est-à-dire 2 espions, guidés par un cadre de la compagnie Suburbie, qui ont fait à pied tout le voyage de Majunga à Tananarive en notant kilomètre par kilomètre tous les obstacles rencontrés, tous les endroits où on pouvait camper et faire bivouac, et tous les officiers du corps expéditionnaire ont été destinataires de ce petit fascicule qui est grand comme ça, je l'ai montré là-dessus chez moi, grand comme ça, et qui était un livre de poche, si vous voulez, avec tout l'itinéraire indiqué kilomètre par kilomètre, et qui a été pratiquement suivi par le corps expéditionnaire. Donc, si vous voulez, ils étaient bien équipés pour ça. Voilà les cartes. Ça, c'était sur un autre, le camp de Tsarassout, et avec les troupes malgaches qui les ont entourés. C'est l'histoire, on attend la cavalerie, que je vous ai indiqué tout à l'heure. Ça, c'était toujours Andriba, hein, l'affaire d'Andriba, avec les différents ouvrages ouvres. Bon, ça, c'était aux environs de Tamatave. Et ça, c'était les malheureuses voitures Lefebvre. Pratiquement la moitié ont été cassées pendant le voyage, les brancards ne tenaient pas, elles tombaient dans les ravins, et 2 ans après la conquête, Lyoté, qui était commandant à Ankazobé, a fait le parcours de l'ancienne route de la conquête, et il a trouvé encore 2 ans après des cadavres de mulets, même des cadavres humains, et des voitures Lefebvre, quelquefois encore avec le matériel dedans, du vin, voilà. Donc ces voitures Lefebvre, c'est une tragédie dans l'ensemble. Alors on en rit un peu maintenant, mais... Alors j'ai essayé d'en voir une, il paraît qu'il en reste une au musée de la gendarmerie à Mooramang. Eh bien, figurez-vous qu'on n'a pas pu le voir. Premièrement, à l'aller, le responsable du musée n'était pas disponible tout de suite. Et au retour, notre voiture était tombée en panne et on est arrivé à Mooramang à la nuit tombante. Donc on n'a pas pu voir la voiture Lefebvre. Ce sera pour une prochaine fois. Elle y est, vous nous le garantissez, eh bien, on la verra la prochaine fois. Je veux voir une voiture Lefebvre. Alors, le retentissement en France de l'expédition de Madagascar, ça a été un retentissement plutôt négatif. Tout le monde... Bon, on a gagné, entre guillemets, mais voilà un petit fascicule qui est très populaire, qui a été distribué à l'époque, hein, La France pleure ou les soldats de Madagascar, et c'était une chanson chantée au coin des rues. Alors j'ai pas mis le texte, et voici la baie de Bombetouk, là où ont débarqué les Français, donc à Majunga, de nos jours, paysage absolument exceptionnel et charmant, que je vais voir la semaine prochaine. Voilà, la baie de Bombetouk, avec les eaux rouges de la baie de Sibouk. Et beaucoup d'oiseaux quand on veut bien remonter vers l'intérieur. Voilà. Et une vue aérienne de Majunga avec la digue Schneider, qui n'existait évidemment pas à l'époque.
Fin du diaporama. Cliquez pour quitter, je ne sais pas comment il faut Je crois faire. qu'on passe aux questions maintenant. S'il y a des questions.